Constance de Bretagne. Son nom ne vous dit rien? Et pourtant, elle a été une des duchesses qui a exercé le pouvoir. Alors, comme ses prédécesseurs et comme ses successeurs après elle, son objectif sera d'assurer l'indépendance bretonne. Enfin. Et elle va devoir tenir tête à deux mastodontes, la dynastie capétienne qui, à son époque, est incarnée par Philippe Auguste, et la dynastie Plantagenêt, incarnée successivement par Henri II, puis Richard Cœur de Lion, et enfin Jean sans Terre. Et son histoire commence bien avant sa naissance avec Conan III de Bretagne. Chevaleresse d'aujourd'hui. Ça, c'est pas pour les fragiles. En 1148, sur son lit de mort, Conan III, qui n'a que 2 enfants, Berthe et Hoël, décide de répudier son fils unique, Hoël, au motif qu'il serait un bâtard. Oui, en Bretagne, les guerres de succession se succèdent les unes après les autres. Et étant donné que, en Bretagne, les duchés peuvent se transmettre par les femmes, il fait donc de Berthe son unique héritière. Selon Stéphane Morin, au nom de l'aînesse, des circonstances politiques, les Cornouailles admettaient que le titre ducal soit transmis par les femmes, malgré l'existence d'un héritier mâle. Enfin, tout le monde l'accepte, non, tout le monde ne l'accepte pas. Et une guerre de succession, pour ne pas dire une guerre civile, sévit en Bretagne. Et c'est Berthe qui va gagner grâce au secours des Plantagenêts. Et les Plantagenêts, c'est la dynastie anglo-normande. Alors, retenez cette information, Berthe gagne grâce aux Plantagenêts. Bon, Berthe a gagné. Et après ça, elle va remplir son devoir de femme, c'est-à-dire qu'elle va procréer pour donner un héritier au duché. Et le duché passe effectivement à son fils, Conan IV. Et Conan a peut-être 5 enfants, mais une seule survit, Constance de Bretagne. C'est elle qui nous intéresse. Peut-être 5 enfants? Oui, alors, il y a Constance, ça on en est sûr. Puis il y a peut-être un Guillaume, peut-être une Marguerite, 2 enfants morts en bas âge. Mais à cette époque reculée, les généalogies ne sont pas tenues très rigoureusement. Surtout pour ceux qui n'ont pas eu de descendants ou qui n'ont pas hérité de terres importantes. Mais revenons donc à Constance. Si Conan IV est duc de Bretagne, c'est parce que les Plantagenêts l'ont aidé. Et en retour, Henri II, roi d'Angleterre, mais également duc de Normandie et comte d'Anjou, exige que Constance soit fiancée à son fils Geoffroy. Et oui, à l'époque, les mariages servent à régler ou à prévenir les conflits, et des fois, comme dans ce cas-là, vous verrez, à le déclencher. Mais notre Henri II ne s'arrête pas là. Une fois les fiançailles faites, il va forcer Conan IV à abdiquer en faveur de sa fille. Et voilà comment notre Constance de Bretagne devient duchesse de Bretagne en 1166 à l'âge de 4 ans. Et oui, nos 2 fiancés sont très jeunes, ils ont 4 et 8 ans, et donc c'est Henri II qui, au nom de sa future belle-fille, va prendre la main sur le gouvernement de Bretagne. En 1181, Geoffroy et Constance se marient, et Henri II cède enfin la main à son fils. Eh ben oui, vous attendiez à quoi? Que Constance reçoive le pouvoir d'un Plantagenet comme ça? Non, Constance, elle, ce qu'on lui demande, c'est de remplir son devoir de femme, c'est-à-dire de perpétuer la lignée, d'enfanter. Et effectivement, elle donne naissance à un premier enfant, Aliénor.
et il lui faudra attendre ses 25 ans pour que les choses changent. En 1186, son mari Geoffroy meurt. Alors on ne sait pas trop comment. Est-ce que c'est un accident de tournoi ou une fièvre subite ? Ce dont on est sûr, c'est qu'il est mort. L'héritière du royaume sera donc Aliénor et Constance va pouvoir diriger le royaume. Ben non, je rigole. Alors, l'héritière du royaume, c'est bien Aliénor. Mais Constance, elle va se retrouver coincée entre deux mastodontes. Deux énormes puissances. D'un côté, les Capétiens et de l'autre, les Plantagenets. Philippe Auguste, le roi de France, exige la garde d'Aliénor. Enfin, jusqu'à ce qu'il se rende compte que Constance porte en elle une surprise. L'enfant posthume de Geoffroy, né le 29 mars 1187. C'est un fils. Et le premier acte politique de Constance est de le baptiser Arthur, le héros breton qui défendit son pays contre l'invasion saxonne. Alors certes, Arthur, c'est un Plantagenet, mais son prénom en fait avant tout l'espoir des Bretons. La noblesse bretonne s'empare du symbole et Henri II est obligé de renoncer à la régence de la Bretagne. Et c'est Constance qui prend le pouvoir, mais cela ne va pas sans compromis. Elle doit épouser Ranulphe de Chester, un fidèle des Plantagenets. Et la garde d'Aliénor sera finalement confiée à Henri II. Mais elle pourra garder son fils auprès d'elle, et Ranulphe de Chester n'arrivera jamais à prendre le commandement de la Bretagne. Quant à Constance, elle perpétue les politiques de ses prédécesseurs. L'objectif n'a pas changé. Même si elle doit rendre hommage aux Plantagenets, elle fait tout pour que la Bretagne garde son indépendance. Et si elle se méfie des Plantagenets, elle se méfie aussi des Capétiens qui ont des vues sur la Bretagne. Bon, du coup, ça relativise quand même vachement l'indépendance de la Bretagne. L'indépendance de la Bretagne, c'est un peu un fantasme à toutes les époques et pas du tout une réalité. Mais passons. En 1189, elle saisit une occasion en or. Henri II est mort. Richard Cœur de Lion, qui est le nouveau roi d'Angleterre, et Philippe Auguste sont partis en croisade. Elle décide donc de mener ses politiques en toute indépendance, sans en demander la permission préalable à personne, même si elle en réfère aux Plantagenets. Elle prend également le titre de Comiti Conanifilia, littéralement fille du comte Conan. Une manière de dire le duché m'appartient par hérédité et vous, allez tous vous faire foutre. Et en 1196, elle fait reconnaître Arthur comme étant l'héritier du duché par les grands évêques de Rennes. Et là, Richard Cœur de Lion est mécontent. Pardon ? Richard Cœur de Lion, c'est le nouveau roi d'Angleterre. Il a donc hérité de la garde d'Aliénor, qui, par le droit d'aînesse, devait être la future duchesse de Bretagne. Or, Constance, elle vient de léguer le duché à l'aîné des mâles. Donc, Richard Cœur de Lion, il n'a plus la garde de l'héritier du duché. Et ça l'agace un tantinet. Alors, il convoque Constance à Rouen, qui en tant que vassale, elle est bien contrainte de s'y rendre. Et à peine a-t-elle posé le pied en Normandie, elle est capturée par son propre mari. Et elle est retenue prisonnière au château de Saint-James. Richard Cœur de Lion en profite pour foncer sur la Bretagne. Arthur, le fils de Constance, est exfiltré à Brest et placé sous la garde de Philippe Auguste. Et oui, les Bretons, ils fricotent toujours avec les Anglais, mais dès qu'il y a un problème, ils viennent nous appeler au secours.
Oui, tu as du sang, Albion, trublion, mais tu sais, je t'aime quand même. » Bon, les Bretons ne sont pas contents. Ils réclament à corps et à cri leur duchesse. Et elle finit par être délivrée à condition qu'elle suive dans son gouvernement les avis de Richard. Les barons bretons acceptent et elle aussi. En 1197, elle retrouve en Bretagne un pouvoir affaibli. Et dans son couple, comment dire, ça ne sent pas la concorde. Alors certes, ça ne l'a jamais été, et l'ultime preuve, c'est qu'il n'y a jamais eu d'enfant. Et en plus, après cette affaire, Ranulphe ne revient pas au foyer. Et c'est peut-être mieux ainsi. En 1198, Arthur quitte la garde de Philippe Auguste pour rejoindre Richard Cœur de Lion en Angleterre ou ailleurs. Mais en 1199, il meurt dans un accident con, oui, vraiment connement, et Constance en profite pour dissoudre son mariage avec Ranulphe. Annulation de mariage qu'elle obtient pour abandon de foyer. Et dans la foulée, elle épouse Guy de Thouars, un seigneur poitevin proche des Capétiens. Et là, c'est un couple qui marche. Elle va lui donner 3 enfants, Alix, Marguerite et Catherine en 3 ans. Et à partir du traité de Véron, il semble que Constance se retire des affaires. Elle meurt en 1201, à l'âge de 40 ans, Arthur a 14 ans. Et elle a réussi à éviter que son duché soit soumis à une quelconque influence, même s'il faut le dire vite. Elle a réussi en tout cas à préserver l'intégrité territoriale de son duché et elle a réussi à transmettre ce duché à son fils Arthur. Mieux, Richard Cœur de Lion, qui est mort sans postérité, a fait de son neveu Arthur son unique héritier. Il va devenir roi d'Angleterre, duc de Normandie, comte d'Anjou, au lieu que tout cela passe à Jean Santerre, le frère de Richard Cœur de Lion. Enfin, c'est ce que Constance croit. Parce que laissez-moi vous conter, juste pour le plaisir, la suite de l'histoire. Jean Santerre, il n'a absolument pas l'intention de laisser quoi que ce soit à ce petit morveux de 14 ans qui est Arthur. Le 27 mars 1202, il exige que Arthur vienne lui rendre hommage pour ses terres de Normandie. Après tout, ce dernier a déjà rendu hommage au roi de France, mais refuse de faire de même avec Jean Santerre. Devant ce refus, le 31 juillet, Jean Santerre lance une attaque contre son neveu. Arthur est pris et il est enfermé à Falaise. Et selon Guillaume le Breton, le chapelain de Philippe Auguste, le 3 avril 1203, Jean monte au milieu des ténèbres, dans une petite barque et traverse le fleuve. Il aborde à Rouen, devant la poterne qui conduit à la grosse tour sur le port, que la Seine 2 fois par jour inonde de marée. Debout, sur le haut de la barque, il demande que son neveu lui soit amené par un page. Puis il le prend avec lui dans le bateau, s'éloigne un peu et enfin s'écarte tout à fait de la rive. Le malheureux enfant, comprenant que sa dernière heure est arrivée, se jette aux genoux du roi en criant « Mon oncle, aie pitié de ton neveu !» Vaine lamentation. Le tyran le saisit par le cheveu et lui enfonce son épée. Le meurtre consommé, il s'éloigne et jette ce corps sans vie dans les flots qui roulent devant lui. Et là, le duché va de nouveau partir en quenouille. En quenouille, c'est ce que l'on dit lorsque l'héritier d'une terre est en fait une héritière. Aliénor est la fille aînée, mais ce n'est pas elle qui va hériter. En effet,
Elle est retenue prisonnière à Bristol par le roi d'Angleterre. Et comme les Bretons n'ont absolument pas envie que ce soit Jean Santerre, ce pou, qui gouverne la Bretagne, l'Assemblée générale des barons et des évêques rejette la mainmise de Jean et affirme leur fidélité à Guy de Thouars, le dernier époux de Constance. Elle constate l'empêchement de la sœur d'Arthur, Aliénor, prisonnière en Angleterre, où elle devait rester jusqu'à sa mort. L'autre sœur, Mathilde, étant déjà décédée. Selon la volonté du roi de France, cette assemblée reconnaît comme seule héritière du duché Alix, la fille aînée de Guy et de Constance, alors âgée de 3 ans, duchesse du fait de sa mère. Et Alix, contrairement à Arthur, n'a absolument aucun lien avec les Plantagenets. En revanche, elle a des liens avec les Capétiens, et le duché tombe ainsi dans l'escarcelle des Capétiens. L'allégeance normande est brisée, certes. Et le prochain épisode sera sur Alix de Bretagne? Non, je vais te la faire tout de suite. Alors, sur le papier, le duché revient à Alix, qui n'a que 3 ans. Sur le papier, toujours, le pouvoir est exercé par son père, Guy de Thouars. Mais dans la réalité, celui qui exerce le pouvoir est Philippe Auguste, le roi de France. Et Philippe Auguste va surtout se servir du domaine ducal pour récompenser ses fidèles. Alors certes, avec Alix, les Bretons échappent à l'encerclement anglo-normand angevin, mais seulement pour mieux tomber sous la coupe du roi de France. Et Alix n'aura jamais aucun pouvoir. Comme l'Angleterre avait forcé Constance à épouser un Plantagenet, la France va forcer Alix en 1213 à épouser un Capétien, Pierre de Dreux, un cousin du roi de France, qui a grandi aux côtés du futur roi de France. Et en 1213, quand Guy de Thouars meurt, celui qui prend la main, c'est Pierre de Dreux. Il reprend le duché au nom de sa femme. Comme l'explique Laurence Moal, par ce coup de force, le roi installe une dynastie capétienne en Bretagne qui précède ainsi les régions voisines sur la voie du ralliement aux Capétiens après la mainmise des Plantagenets de 1166 à 1201. Pour faire plus clair, l'indépendance de Bretagne s'est arrêtée avant l'indépendance de toutes les autres régions. Alix, quant à elle, se contentera de faire son devoir de femme, c'est-à-dire de pondre des gosses. Et elle en aura 3, Jean, Yolande et Arthur. Et ça va de soi, cette histoire va avoir des répercussions au XIVe siècle. Pendant la guerre de succession de Bretagne, dans un contexte de guerre de 100 ans qui oppose l'Angleterre et la France. Et cela débouchera enfin sur une vague loi de succession. Bon, ce qui mettra fin aux guerres de succession en Bretagne, ce sera surtout qu'elle sera complètement avalée par la France. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est celle d'Anne de Bretagne.